D'abord, voici la deuxième vidéo de l'anatomie du cou. Et avant même de commencer, je voudrais vous juste expliquer pourquoi que j'aime le cou. J'adore le travailler, même peut-être un petit peu plus que les autres régions. Les raisons sont, c'est très petit, puis c'est confortable à travailler avec les mains. On peut les atteindre, tous les muscles de tous les côtés, en avant, en arrière, partout. Le cou est super mobile et assez facile de normaliser quand on sait quel muscle exact, mettons, qui fait mal au client. Et aussi, qu'est-ce qui est super intéressant, qu'on est capable d'influencer un petit peu le travail, le fonctionnement du cerveau, juste par le rapport sanguin qu'on va avoir par les artères ici. D'abord, nous autres, on peut faire un bon massage, apporter un petit peu plus de sang, le cerveau se sent beaucoup mieux, la personne a un petit peu moins mal à la tête, par exemple. Aussi, une autre chose que j'aime beaucoup, c'est que le nerf vague, il part ici, on va parler de lui, mais lui, il est responsable pour régulariser tout le travail autonome des organes internes, spécialement parasympathiques. D'abord, tout ce qui est relâchement, tout ce qui est nous faire du bien, ça va faire le nerf vague. Vous le connaissez tous, j'en suis sûre. D'abord, juste un instant, la prochaine slide. On va parler dans le cou des 4 plans musculaires, spécialement dans le nuque. Le plan superficiel va inclure le trapèze, le scum et le platysma. Le plan splenius et d'élévateur, ça va inclure le splenius de la tête, du cou, et élévateur de la scapula. Le plan des complexus, ça va être tous les muscles lesquels ont beaucoup de niveaux, mettons niveau du cou, niveau de thorax, niveau de la tête. Et ça va être semi-épineux, longicimus et iléocostal de tous les niveaux. Et le plan profond, et ils sont appelés complexus justement parce qu'ils sont complexes. Le plan profond, on va avoir 4 muscles qui sont directement en dessous du crâne. Ça va être le grand droit postérieur de la tête, petit droit postérieur, oblique inférieur et supérieur de la tête, et plus les petits muscles qui s'appellent multifides et interépineux. Super. Et ici, on peut voir sur mon petit dessin les muscles de plan superficiel. Je vais juste montrer qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. D'abord, ça va être ici le trapèze. Ici, on a l'arrière de la tête. Ici, on a l'avant. Ici, on va avoir la bouche et la mâchoire. D'abord, en arrière de la tête, on va avoir trapèze. Tout de suite après, on va avoir le sternocleidomastoïdien. Directement en dessous de sternocleidomastoïdien, on va voir le splenius de la tête. Et ici, on va avoir le splenius du cou. Ces 2 muscles-là, c'est le splenius du cou. D'abord, le platysma, on ne le voit pas parce qu'elle est vraiment superficielle, puis c'est un muscle qui s'attache presque seulement sous la peau. Je vais vous montrer ça. D'abord, qu'est-ce qui est important de dire par rapport à la couche superficielle, lequel est le platysma, sternocleido et le trapèze? C'est une seule couche dans le cou, laquelle va faire une rotation contralatérale. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pourquoi c'est très, très, très utile? La personne arrive et dit, j'ai mal du côté droite quand je fais le mouvement à gauche. D'abord, quand je tourne ma tête à gauche, mon mal apparaît. Dans ce cas-là, on peut supposer, parce que c'est le contralatéral, c'est une rotation contralatérale où ce qui est la douleur. Et d'abord, dans ce cas-là, on peut supposer juste 2 muscles lesquels sont d'origine de la douleur. Ça va être soit un scum, soit un trapèze. Le platysma, il ne fait jamais mal. Je n'ai pas encore vu même une seule cause que le platysma fait mal. Mais le platysma est responsable de la beauté ici du cou. Qu'est-ce qu'on appelle les anneaux de Vénus, là, ici, comme moi, vous pouvez voir, il y en a 2 anneaux que j'ai. C'est justement le signe que mon platysma, elle pourrait être un petit peu entraînée plus. Voilà. D'abord, c'est ça qu'est-ce qui est le principal dans le muscle superficiel du cou. Ils vont faire une rotation contralatérale. Tous les autres muscles du cou vont faire une rotation homolatérale. D'abord, la personne qui va arriver, puis il tourne sa tête du même bord,
puis c'est où ce qui est la douleur. Ne cherchez pas en superficiel, ne cherchez pas en trapèze ou en scom. Non, ça va être quelque chose de plus profond. Majoritairement, les rotateurs homolatérales les plus grands, c'est le splénius de la tête et du cou et en même temps aussi longissimus de la tête. D'abord, cherchez quelque part là. Voilà. D'abord, splénius de la tête et splénius du cou, ils font extension, ils font inclinaison homolatérale et rotation homolatérale aussi. Ou ce qui est les muscles superficiels, ils font une extension, ils font inclinaison homolatérale et la rotation contralatérale. Et certains d'entre vous vont me dire que non, Elena, le sternocléidomastoïdien, il fait la flexion. Je suis super d'accord avec vous. Moi aussi, quand je fais un mouvement de flexion, d'abord pour faire apparaître le sternocléidomastoïdien, mais certains livres disent que c'est extension en vérité qu'il fait et la flexion, il serait capable de le faire juste quand on a quelques déficiences au cou, puis le cou n'est pas capable de bouger. Par contre, juste par l'expérience, oui, quand moi je fais ce mouvement-là avec la flexion, puis en bilatéral, il va toujours faire la flexion. D'abord, voilà, un petit cop. On continue. Maintenant, le platysma, on va parler du platysma seulement. C'est un muscle lequel est plus important pour la beauté que pour être fonctionnel dans le corps. S'attache à la peau, une seule origine, une seule insertion, je veux dire, laquelle ne va pas être à la peau, ça va être ici, à bord inférieur de la mandibule. En dessous, comme vous voyez sur le beau petit bonhomme qui tourne, il va s'attacher à la peau, encore une fois, pas sur les os, à la peau, laquelle recouvre la partie inférieure du cou. Ça veut dire tout ça ici, la partie inférieure du cou, c'est ça. Et puis la partie supéro-latérale du thorax, d'abord se place ici. Après ça, l'insertion, ça va être au bord inférieur de la mandibule ici, en os. Puis après ça, de l'os, il va encore une fois y aller sur la peau et puis il va s'attacher à la partie recouvrant la partie inférieure de la face et de l'angle de la bouche. Voilà. Les actions qu'il fait, c'est sûr, vu qu'il s'attache à la peau, il va abaisser et plisser la peau en partie inférieure du face. Il va faire tendre le peau du cou et puis, vu qu'il s'attache ici à l'angle inférieur de la mandibule, il va abaisser la mandibule, forcer. Ça veut dire que vous allez faire ce mouvement-ci, vous ne voulez pas ouvrir votre bouche, mais quelqu'un va forcer, ça va être cette muscle qui va forcer. Super. Le nerf lequel énerve cette partie musculaire, ça va être les rameaux cervicaux du nerf facial. Exactement, je vais vous montrer c'est quoi. Ah, voilà, c'est une super belle image. Ici, vous voyez un petit cercle. C'est si on coupe le cou transversal comme ça et si on regarde vue du haut, mettons. Et le premier muscle lequel va s'attacher à la peau, ça va être le platysma. Tout le reste, ça va être à l'interne. Maintenant, comme vous voyez sur cette photo-là, pour faire marcher le platysma, il faut serrer les dents et il faut soulever un petit peu le menton et vous voyez tout de suite, là, ma platysma, elle sort. Merveilleux. Comment qu'elle s'énerve? C'est ici les nerfs transverses cervicales, lequel est une branche de justement un nerf facial. C'est nerf crânien, c'est numéro 7, lequel s'appelle nerf facial. Super. Et je vais vous aussi dire, s'il vous plaît, prêtez l'attention que cette branche, elle sort d'en arrière de sternocléidomastoïdien. Qu'est-ce que ça veut dire s'il y en a une dysfonction de sternocléidomastoïdien? On peut avoir une sensation d'engourdissement, mettons, à ce niveau du cou. OK. Sternocléidomastoïdien, ça va être notre deuxième muscle. Et puis, l'origine du chef sternal, ça veut dire ici, on va trouver notre manubrium. Puis, si on va faire le mouvement de sternocléidomastoïdien, qu'est-ce qui est la flexion, inclinaison homolatérale, puis la rotation contralatérale, d'abord, en vérité, tous les trois, ils font ça,
Et on va voir, vous voyez tout de suite mon petit muscle sternoclédomastoïdien, il sort. Si on va palper le manubrium en même temps, on va sentir où ce qu'il s'attache. Et d'abord, ça va être sur le chef sternal, la surface antérieure du manubrium. Et tout de suite, si on veut un petit peu plus le voir, il faut faire le mouvement et en ajouter un petit peu contre-résistance. Malheureusement, je me demande si vous êtes capable de le voir, comment il sort, mais il va jusqu'ici pour moi. Je peux le sentir jusqu'à ce place-là. D'abord, ça va être partie antérieure du manubrium et plus le chef claviculaire, ça va être la surface supérieure de la partie médiale de la clavicule. D'abord, tout ce qui est un tiers supérieur de clavicule. L'insertion, ça va être la partie latérale du processus mastoïde du temporal, puis moitié latérale de la ligne nuchale supérieure de l'occiput. C'est quoi la ligne nuchale supérieure de l'occiput? Voilà, ici, on voit une bosse. Et cette ligne-là qui va de cette bosse-là un petit peu plus loin, ça va être une ligne nuchale supérieure de l'occiput. En dessous, c'est ligne nuchale inférieure. Voilà, et d'abord, les actions qu'il fait unilatéralement, comme on pourrait le déjà voir, d'abord, ça va être rotation contralatérale, flexion du cou et aussi l'inclinaison homolatérale en même temps. Et si la tête est fixe et c'est la partie basse qui va bouger, ça va être, il va contribuer à l'inspiration, puis juste un instant, il va contribuer à la respiration d'abord. Justement, juste un instant. Oui, à l'inspiration, il va faire une mini-action à aider les côtes à s'ouvrir. Voilà, l'innervation, ça va être pour cette muscle-là, les rameaux intérieurs de C2 et C3, portion spinale du nerf accessoire. Je vais vous montrer tout ça. Et son antagoniste, ça va être le splenius de la tête, laquelle est justement attaché à la même place. Mais si le scum, il va aller ici, le splenius, il va y aller en arrière. D'abord, ils vont être un petit peu comme ça. D'abord, ils sont les antagonistes. Maintenant, on va y aller voir justement l'innervation du sternoclédomastoïdien. Et voilà les branches qui sortent entre le C2 ici et C3. Justement, excuse-moi, ça c'est C1. D'abord, C2, C3, ça doit être ici. Mais voyons, on voit les branches ici. Et le nerf accessoire, le numéro 11 de nerf cervical, de nerf crânien, excuse-moi, il va sortir d'en dessous de l'occiput et énerver le scum et énerver le trapèze. D'abord, pour le moment, on va arrêter. On va faire la troisième partie. Juste un instant, comment ça marche? Stop share. Et ça va être